Merci bien. Je vais donner la parole à Madame la rapporteure. Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous deux. Alors, je vais d'abord commencer par vous remercier de partager avec nous ce témoignage, parce qu'on sait que c'est jamais forcément facile ni évident quand on connaît, et c'est ce qui nous est revenu d'un peu partout, c'est-à-dire le silence, l'omerta qui règne dans plusieurs fédérations et clubs en ce qui concerne notamment les violences sexuelles. Donc d'abord vous remercier pour ça. Vous remercie aussi pour tout le travail que vous faites, bien sûr, avec votre association depuis maintenant 10 ans, je crois, une dizaine d'années. Et peut-être aussi quelques questions à ce sujet, parce que, en fait, quand j'ai entendu votre témoignage, bon, déjà, d'une part, ça m'a fait penser au témoignage de Sarah Abitbol, qui a mis aussi plusieurs années après son agression, après son viol, pour pouvoir s'exprimer et pouvoir dire ce qu'elle avait vécu. Donc on voit bien la temporalité justement qui peut se passer entre le moment où il y a les faits et le moment où on témoigne, en tout cas parfois il y a des blackouts aussi de mémoire, mais qui font qu'on s'en rappelle plusieurs années après. Donc peut-être première question, quelle préconisation vous feriez à nous, pouvoir public, pour faire en sorte de réduire autant que possible ce délai, pour permettre aux victimes justement de s'exprimer, de libérer cette parole quand c'est possible rapidement. Une autre question, c'est au moment où, en tout cas moi quand j'ai lu le livre de Sarah Abitbol, ce qu'elle dit et ce qu'elle décrit, c'est que visiblement tout le monde était au courant. Là vous nous dites qu'il y avait au moins 2 victimes que vous connaissiez qui avaient subi les mêmes choses. Et elle dit que dans toute la chaîne, que ce soit les entraîneurs, enfin tout l'écosystème finalement qui était autour d'elle au moment où elle s'entraînait était informé de la situation, jusqu'au ministère des Sports visiblement. Est-ce que de votre côté, c'est aussi une chose que vous avez pu constater, le fait qu'il y avait souvent, quand il s'agit de prédateurs, des personnes qui étaient informées des faits et des pratiques en tout cas de ces prédateurs et qui n'ont rien dit et qui ont fermé les yeux. Donc ça... deuxième question. Troisième question, vous intervenez maintenant depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous avez pu observer une tendance justement sur certaines fédérations plutôt que d'autres? Est-ce qu'il y a certaines fédérations où ces phénomènes, en tout cas ces viols, ces agressions, sont plus prégnantes que d'autres, et auquel cas vous pourrez peut-être nous diriger sur certaines fédérations et clubs plutôt que d'autres pour poursuivre nos auditions et continuer à travailler? Et enfin, vous avez évoqué le fait que vous aviez fait plus de 1500 interventions l'année dernière, et je crois que vous nous avez dit qu'à chaque fois que vous aviez fait une intervention, vous aviez face à vous une victime. Donc si je compte bien, et si c'est bien ce que vous avez dit, ça fait plus de 1500 victimes, et donc ça en ferait environ 3000 pour cette année, si on suit le raisonnement. Est-ce que... donc vous nous avez indiqué aussi avoir fait des signalements de manière systématique. Quelles ont été les suites de ces signalements? Et continuez-vous à suivre les victimes, en tout cas les personnes qui se sont exprimées auprès de vous concernant les violences qu'elles ont subies? Je vous remercie. Donc, on part sur 4 réponses. Alors, pour répondre à votre première question, je vais vous parler des enjeux de la prévention. Et ils sont colossaux, sans jeu de mots. Donc, plus vite on va intervenir sur un public jeune, plus vite on va apprendre à ses enfants à se protéger de ces prédateurs ou prédatrices. Aussi de se protéger de leur père, parce qu'on a pas mal de violences, et la spécificité du sport, c'est qu'il y a beaucoup de violences commises de mineurs sur mineurs. Le fait d'intervenir dès le plus jeune âge, on va permettre aussi à des victimes de libérer leur parole. Donc, on va également éviter qu'un traumatisme s'installe trop longtemps chez une victime et mette des années à être réparé. Et la troisième, et je dirais presque la plus importante, c'est que le fait de libérer la parole rapidement, on va aussi éviter qu'une victime qui reste dans le silence passe sur le volet obscur du sujet et devienne prédateur ou prédatrice et reproduise dans les actes qu'elle a subis. Il faut savoir que chez les hommes, chez les pédocriminels, 30% d'entre eux ont été victimes dans leur enfance. Chez les femmes, 90% d'entre elles ont été victimes dans leur enfance. Dans les sources, c'est le CRIAF. Je pourrais vous donner des coordonnées si vous voulez les auditionner sur ce sujet. Mais voilà, donc les enjeux de la prévention, effectivement, plus on va intervenir chez les jeunes, et plus vite on va
libérer la parole. Il y a aussi d'autres enjeux, non pas sur la prévention, mais on va parler de formation. On va intervenir aussi sur la formation auprès des encadrants, personnes qui sont en contact d'enfants pour les former justement à détecter les signaux faibles ou forts que peut envoyer une victime. Et dès qu'on est en intervention, quand on est face à un public d'encadrants, on va avoir des têtes qui se lèvent et on voit que les gars, à la fin, ils viennent nous voir et nous disent « Mais tu sais ce que tu m'as dit là en fait, je pense de suite à 2-3 gamins que j'ai dans mon club. » Et effectivement, sur un club de 100 gamins, il y a potentiellement 20 victimes. Donc voilà, je vous coupe la parole 30 secondes. C'est à partir de quel âge vos interventions auprès des jeunes? 5 ans, et on travaille là actuellement à mettre des modules pour intervenir dès la maternelle. En fait, c'est très très jeune. Avant presque qu'ils aillent dans un club. Les clubs accueillent maintenant les enfants à partir de 3 ans avec le baby. On a de baby rugby. Moi, j'ai mon gamin en septembre, il va faire du baby rugby, il a 3 ans. Il y a le baby basket. En fait, tous, on est sur la course aux licenciés. Donc, on va essayer de ramasser et d'attirer le maximum de personnes, dont les plus jeunes. Donc ça, on est sur une lutte entre fédérations pour justement mettre en place le baby sport. Où là, on se retrouve également avec des personnes qui ne sont pas formées à intervenir face à ce public-là, parce que c'est particulier. On est plus dans la motricité que dans l'apprentissage du sport, de la discipline. Mais là, on risque d'être confronté à quelques problématiques aussi. Donc, première réponse. Peut-être que Simon, tu as quelque chose à rajouter à mes propos. Oui, éventuellement, peut-être pour conforter un peu sur cet aspect de préconisation qu'on pourrait vous proposer, évidemment, ce serait, comme a dit Sébastien, donc s'adresser aux jeunes, c'est ce que l'on fait et qu'on constate qui est efficace pour qu'ils sachent se protéger. S'adresser aussi aux adultes pour qu'ils sachent mieux donc, détecter les signaux d'alerte. Et puis, il faut aussi travailler la récidive. Sébastien l'a dit, le taux de récidive sur les auteurs et sur les violences sexuelles est extrêmement important, entre 30 et 40%. Donc, il est suffisamment significatif pour s'y intéresser. Et ça veut dire qu'il faut travailler systématiquement, aller jusqu'au bout des enquêtes administratives, mais aussi des enquêtes judiciaires, voilà, pour lever ces omertas. Et c'est ce que fait le ministère des Sports, c'est ce que fait le ministre de la Justice aussi, qui a intimement ordonné que des enquêtes judiciaires soient prodiguées à toutes les situations. Il faut aussi évidemment renforcer l'interdiction d'exercer auprès de mineurs. Lorsque les auteurs sont identifiés et sont condamnés, il faut faire en sorte qu'ils ne puissent plus récidiver, que ce soit au sein de leur propre fédération, sur des mesures administratives, mais aussi au sein de fédérations voisines, amies ou d'autres champs du sport, mais aussi des champs conjoints avec la jeunesse, c'est-à-dire le monde de l'animation notamment. Voilà. Et donc là-dessus, le code du sport étant différent du code de l'action sociale et des familles, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de l'action sociale et des familles qui prévoit un certain nombre de dispositifs qui sont peut-être parfois un peu plus protecteurs et culturellement qui sont extrêmement bien suivis. Voilà. Et puis, comme dit Sébastien, voilà, il faut s'intéresser à ces auteurs. Et pour tout ça, pour toutes ces questions-là, peut-être soutenir encore une fois le tissu associatif qui est présent sur tout le territoire, avec les singularités des territoires, avec les forces que comptent toutes ces associations comme Colosse et comme d'autres. Et donc, je crois que dans ces types de situations, les autorités judiciaires, administratives, les autorités telles que vous qui faites les lois, ont besoin du tissu associatif pour pouvoir à la fois protéger et aussi accompagner les victimes et les victimes collatérales de ces situations. Alors, je vais répondre à votre... Vous avez peut-être des questions, je ne sais pas, excusez-moi, mais... Non, c'est bon, on vous laisse poursuivre les réponses aux différentes questions. Donc, sur votre deuxième question, le mouvement sportif a pris un virage en 2018 avec la première prise de fonction de Roxana Maracineanu, qui de suite a voulu comprendre ce qui se passait et a mis ensuite des choses en place.
sur ce premier rendez-vous, je lui avais parlé du contrôle d'honorabilité et des antécédents, donc des bénévoles. C'est quelque chose qu'elle a expérimenté en Centre-Val de Loire et aujourd'hui qui est mise en place sur toutes les fédérations. C'est 3 millions de bénévoles qui doivent être filtrés. Ensuite, en fin d'année 2018, il y a eu l'affaire Disclose, ou 19, pardon. L'affaire Disclose, le dossier Disclose, qui montrait justement les dysfonctionnements dans les fédérations, avec ces fédérations qui, plutôt que de signaler, déplaçaient le problème pour justement garder une belle image de leur discipline ou de leur fédération. Et là, il y a une prise de conscience qui a été faite, bien sûr. Après, bien sûr, en début 2020, on a enchaîné avec les témoignages, bien sûr, de Sarah Bitbol, mais bien d'autres victimes ce jour-là qui avaient parlé. Et donc là, une prise de conscience, on a passé encore une étape. Et aujourd'hui, honnêtement, il y a des choses qui ont été mises en place qui sont à souligner et qui vont dans le sens. Alors, on part de loin, hein, mais honnêtement, aujourd'hui, on peut saluer l'action du gouvernement et le continuum dans l'action du gouvernement mis en place. Donc, il y a le contrôle d'honorabilité qui a été mis en place. Il y a un plan de lutte national qui a été mis en place. Il y a une cellule de signalement qui a été mise en place au ministère des Sports. Il y a une déléguée ministérielle en charge des violences sexuelles qui a été mise en place avec Fabienne Bourdet. Il y a une obligation pour les fédérations de mettre en place un référent violences sexuelles. Et là, je ferai une parenthèse, peut-être, qui fait partie de nos points de vigilance. On a aujourd'hui, pour être en paix avec soi-même, pour être en paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Aujourd'hui, on est confronté, et nous les premiers en tant qu'association qui salarient et qui recrutent, on est confronté à des victimes qui veulent intervenir, sauf que malheureusement, quand on gratte un peu, sur l'entretien individuel, on se rend compte qu'elles sont en colère et elles n'ont pas tout réglé. Et donc, elles sont dans une démarche de chasse à la sorcière, ce qui dessert la cause en fait. Et souvent, en plus, on va être sur un combat qui va être genré. C'est quelque chose qui aujourd'hui d'ailleurs me dérange. On mène un combat qui dérange, mais qui ne devrait pas être genré. Aujourd'hui, nous, on va parler d'enfants victimes, de femmes victimes, mais d'hommes victimes. Je suis aujourd'hui un peu le porte-parole des victimes hommes, parce que malheureusement, un homme, du moment qu'il est majeur, il disparaît du champ des victimes. On va parler des enfants victimes, des femmes victimes, mais les hommes, on n'a pas le droit, dans ce modèle patriarcal d'éducation que nous avons, n'a pas le droit d'être une victime. Et croyez-moi, mon expérience, parce que le fait que nous soyons une association qui est fondée par un homme, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a le téléfilm qui retrace mon passé, qui a été joué par Eric Cantona, mon rôle qui a été joué par Eric Cantona sur TF1, avec 4,7 millions de téléspectateurs. On a un nombre incalculable, plus de 500 hommes le soir même, qui nous ont sollicités. Le 119 a pris plus de 20% d'appels. Donc voilà, le point de vigilance que nous avons, c'est qu'on se retrouve donc avec des fédérations qui mettent en place donc un référent. Les personnes qui postulent sont d'anciennes victimes, mais qui n'ont pas tout réglé. Et en fait, là, on est confronté, pas plus tard que la semaine dernière, avec une fédération qui était conventionnée avec nous, qui a rompu son contrat parce qu'ils avaient une victime en interne qui voulait faire du colosse. Sauf qu'elle n'avait pas le service après-violence. Donc, elle intervenait, elle libérait la parole, mais les victimes se retrouvaient sans accompagnement, sans aide et souvent mal orientées. Donc, nous, le point de vigilance que nous mettons, c'est par rapport justement aux personnes qui sont mises en place sur ces commissions. C'est exactement les mêmes propos que j'ai eus auprès de la ministre. Donc, ça, c'est un point de vigilance sur les améliorations qui ont été faites. Après, il y a une prise de conscience des fédérations. Aujourd'hui, et on peut saluer une des dernières conventions qu'on a signées avec la Ligue de football professionnel, où là, on va être dans une démarche innovante. On va former et sensibiliser tous les joueurs de foot de Ligue 1 et de Ligue 2. On va sensibiliser tous les top managers sur les violences sexuelles, mais aussi sur le sexisme. Et chose exceptionnelle, c'est qu'on va aussi intervenir auprès des COP de supporters, justement par rapport aux problématiques que l'on peut avoir dans les tribunes,
avec des femmes qui se retrouvent dans ces tribunes et qui prennent des mains aux fesses, notamment. Donc, on va éduquer et sensibiliser, du coup, ces supporters. Donc, c'est des choses qui sont innovantes. On peut saluer, on a 50 fédérations aujourd'hui qui se sont emparées de ce sujet et qui sont conventionnées avec nous, mais la Fédé de hand, par exemple, de basket, de gym, de golf, de judo, qui sont assez investis sur le sujet. La Fédé de hand, aujourd'hui, on a beaucoup de signalements qui arrivent de la Fédé de hand. Mais ce n'est pas qu'il y a plus d'affaires que dans d'autres fédérations, c'est tout simplement parce qu'ils communiquent. Et du moment qu'on communique sur le sujet, on libère la parole. Donc ça, on peut saluer cet engagement. Après, on continue même dans l'action. La coordination aussi que nous, on peut voir par rapport au signalement que nous faisons, justice et administration, notamment, sur les enquêtes administratives ou judiciaires. Et le renforcement aussi, il y a eu des fédérations qui, dans leur statut, ça ne leur permettait pas les statuts ne leur permettaient pas de se porter partie civile lors d'affaires. Bon, nous, on le fait, Colos, mais les fédérations aussi, on les a incités à le faire. Toutes ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, les statuts ont été modifiés pour se porter partie civile aussi, pour être à côté des victimes, en soutien des victimes lors d'affaires. Donc ça, c'est les évolutions, les points positifs que nous avons pu voir. Sur les points d'amélioration, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas de mixité. Il y a des disciplines qui permettent la mixité à partir de 10 ans. Jusqu'à 14 ans, pardon, excusez-moi. Jusqu'à 14 ans, nous, on aimerait baisser cet âge à 10 ans. Tout simplement parce que dès qu'on est en 6e aujourd'hui, les filles sont de plus en plus formées jeunes. Et il y a des disciplines comme le rugby, par exemple, où elles vont se retrouver dans un mall où il y a 10 gars et 2 filles dans ce mall. Voilà, c'est tactile. Et ça dérange aussi aujourd'hui. Ça dérange aussi des entraîneurs qui ne savent pas trop positionner la fille dans l'équipe. Donc ça, c'est un premier point. On aimerait aussi accréditer des photographes sur les compétitions parce qu'on a des problématiques. On a des photographes qui viennent autour des stades, autour des gymnases, autour des piscines pour prendre en photo les athlètes mineurs. Souvent, on va se retrouver avec des clichés prises en gros plan sur les parties intimes. Donc, on aimerait mettre en place une accréditation pour ces photographes. Le filtrage de tous les bénévoles également sur tous les grands événements, parce qu'on a vu ce qui se passait en Ukraine avec des pédocriminels qui se sont infiltrés dans des associations humanitaires, justement pour avoir accès aux enfants et faire malheureusement subir d'autres violences. Le filtrage des bénévoles, Simon l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais les filtrages des mineurs, on sait que c'est un gros chantier, mais ça serait intéressant, comme le prévoit le FIJAIS, qu'un mineur auteur soit inscrit à partir de 13 ans. Pourquoi ne pas les filtrer eux aussi à partir de 13 ans quand ils sont dans le champ sportif? Donc là, ça serait une masse énorme, mais bon, c'est quelque chose dont il va falloir réfléchir, puisque, je le répète, la spécificité du sport, c'est qu'on a beaucoup de violences sexuelles qui sont commises de mineurs sur mineurs. Et un dernier point d'amélioration, c'est le filtrage des familles d'accueil. Quand il y a des échanges entre les clubs, où on a, pour économiser, on va faire dormir des enfants dans une famille du club voisin. Sauf que ces familles, on a eu dernièrement encore des affaires où des gamins ont été violés dans cette famille d'accueil pendant la compétition, par les mineurs, là, notamment, de la famille. Donc après, pour finir, quelques points de vigilance, du coup, je vais vous partager. Et c'est là où on commence à avoir des craintes. Alors, il y a eu ces opérations coup de poing, et de prévention où il fallait faire du volume, il fallait y aller. Aujourd'hui, on a certaines fédérations, justement, on a fait du volume, on a libéré la parole, on a dénoncé des affaires et on a une autogestion. On revient pour certaines fédérations sur une autogestion des affaires. Et donc, on a eu des rendez-vous dernièrement avec Simon où on nous a carrément dit que la fédération aimerait avoir accès à tous nos signalements, et là, ouvrez bien vos oreilles, afin de protéger l'institution. Donc, c'est quelque chose qui nous a un peu alertés, qui nous a un peu inquiétés aussi. Donc, nous, on est clair, net et précis, on n'est pas des gendarmes, on n'est pas des procureurs.
On n'est pas des magistrats. Nous, on prend un signalement, on écoute ce qu'on nous dit. On fait le signalement à Signal Sport, on fait un signalement au procureur. Et si le procureur nous dit, vous pouvez partager à la fédération ce signalement, parce que voilà, c'est clair, net et précis, ou surtout ne pas le partager. Là, il y a certaines fédérations qui voudraient avoir le contenu de tous nos signalements. Bon, bien sûr, on s'y oppose parce que la confidentialité pour une victime, c'est bien sûr primordial. Manque